Donc les préoccupations majeures, depuis mon point de vue, qui sont liées à l'usage des réseaux sociaux numériques par les mineurs, vont s'articuler autour de deux axes. D'abord, il y a le risque considérable d'exposition à des contenus qui sont manifestement inadaptés à des mineurs. Des propos misogynes, masculinistes, des représentations à caractère sexuel, des images violentes ou des discours extrêmes. Donc ces environnements numériques comme TikTok, mais aussi comme ses concurrents, Instagram, Snapchat, etc., sont façonnés par des logiques algorithmiques qui vont favoriser la mise en avant de contenus qui sont sensationnalistes ou parfois radicaux, ce qui peut accentuer la vulnérabilité des jeunes face à ces contenus qui vont être saisissants. Ensuite, au-delà de ce que les mineurs vont venir regarder comme contenu sur ces interfaces, se pose aussi la question de ce qu'ils y publient. Donc, pas seulement de à quoi ils sont exposés, mais de comment est-ce qu'ils s'exposent eux-mêmes à travers des photos, des vidéos, des informations à caractère personnel qui peuvent être exploitées par des individus malveillants. Je pense à des trolls qui vont chercher à les humilier, à des parents qui peuvent chercher à s'enrichir avec l'image de leurs enfants. Il y a une loi qui a été mise en place grâce au député Arthur Delaporte. Et puis aussi et surtout les prédateurs sexuels qui vont détourner ces données à des fins pédocriminelles. Donc c'est une réalité qui est documentée depuis de nombreuses années et qui mobilise sans relâche les brigades spécialisées dans la protection des mineurs en France comme à l'international. Donc la vigilance, elle doit se porter autant sur les contenus visionnés que sur la trace numérique produite par ces mineurs. Et donc c'est à l'intersection de ces deux vulnérabilités que se situent les menaces les plus sérieuses. Ensuite, concernant la question que vous posez sur la bulle de filtre algorithmique, donc la plupart des algorithmes de recommandation, ils vont reposer sur un principe qui est relativement simple. Plus un contenu il retient notre attention, c'est-à-dire plus on va le regarder longtemps, plus on va interagir avec lui en l'aimant, en le commentant, en le partageant, plus l'algorithme déduit qu'il correspond à nos préférences de visionnage. Et donc il va chercher, pour notre confort en fait, à nous proposer d'autres contenus similaires. Donc ce mécanisme qui est en apparence anodin peut rapidement conduire à cet effet de réduction de l'horizon numérique. Dans le sens que si un utilisateur il s'attarde sur des contenus à caractère sexuel, la plateforme va tendre à saturer son fil de recommandations de contenus analogues. Et bien entendu, ça risque de l'enfermer dans un univers thématique qui peut être problématique. Et c'est notamment le cas aussi pour les opinions politiques et les représentations du monde. Un adolescent ou une adolescente qui va consulter principalement des contenus d'un certain bord politique se verra suggérer des vidéos, des articles qui renforcent ces mêmes convictions. Et peu à peu, il n'est plus exposé qu'à un spectre réduit de points de vue, ce qui peut créer une bulle idéologique hermétique. Or, pour un mineur en construction, il est crucial qu'il soit confronté à la diversité des idées, y compris à celles qui contredisent ses propres croyances et convictions. Parce que cette confrontation, elle va nourrir non seulement son développement intellectuel, mais aussi sa citoyenneté. Elle forge son esprit critique, réflexif, stimule son ouverture d'esprit et permet d'appréhender la complexité du monde contemporain. Ce temps d'écran, c'est une problématique qui est au cœur des problèmes publics depuis maintenant plusieurs décennies, qui s'est posée avec la télévision, avec les jeux vidéo, puisqu'effectivement, ce sont des supports qui ont tendance à séduire l'attention de ces jeunes, et pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui vont regarder un contenu et qui vont y prendre du plaisir, même parfois si c'est un plaisir parce qu'on se fait un peu peur avec ce qu'on regarde, ou avec un jeu vidéo, on va tirer sur des zombies ou des choses comme ça. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de rappeler que oui, c'est une préoccupation, mais que ça, on peut lutter avec une diversité d'autres activités culturelles. C'est-à-dire que, par exemple, je suis parent, j'ai un enfant de 4 ans, il y a des dessins animés dans ces pratiques culturelles, mais à côté, il y a de la danse, on l'emmène au théâtre, on lui lit des livres, on fait de la peinture. Et donc finalement, si c'est intégré dans une diversité de pratiques, c'est plus tellement un problème. Depuis mon point de vue, il apparaît essentiel de contrôler l'accès des mineurs aux réseaux sociaux numériques en vérifiant leur tranche d'âge. Alors il y a déjà des solutions qui sont mises en place, on le voit, ça fait d'ailleurs scandale pour certains professionnels qui ont l'impression que ça réduit leur potentiel économique, mais on le voit pour maintenant l'accès aux sites pornographiques, qui est conditionné à une vérification d'identité et qui peut passer soit par une reconnaissance faciale qui va estimer l'âge de l'utilisatrice ou encore par le dépôt d'une pièce d'identité. Il faut savoir que certains réseaux sociaux numériques comme TikTok se sont engagés dans cette voie depuis un moment déjà. Ils imposent par exemple une preuve d'identité avant qu'un mineur puisse lancer un live
donc se montrer en live sur son interface, ou avant de pouvoir commercialiser des services numériques. Donc si on veut vendre sur TikTok, on peut le faire a priori que si on est majeur. Et de telles mesures mériteraient sans doute d'être généralisées à l'ensemble des plateformes comme Instagram. Cependant, cette régulation technique et l'instauration de barrières d'accès constituent certes un pas nécessaire, mais elles ne peuvent pas suffire. La véritable priorité réside dans l'éducation aux médias et à l'information, aux cultures numériques. Restreindre l'accès, pourquoi pas, mais il est tout aussi crucial de permettre aux adolescents et adolescentes des 13-15 ans de créer des comptes avec, par exemple, des fonctionnalités limitées pour quand même développer leurs compétences en littératie numérique. Parce que dans le monde actuel, qui est marqué par l'omniprésence des environnements numériques, ces compétences sont devenues incontournables. Elles conditionnent l'exercice de la citoyenneté, l'intégration économique, mais aussi la capacité à décrypter l'information et à résister aux manipulations. Donc au fond, la question qui demeure, c'est comment on se protège d'outils si on n'y a pas accès et qu'on ne les maîtrise pas. Alors ce qui va exister, c'est essentiellement deux types de dispositifs de sécurité. Le premier, c'est la reconnaissance faciale. Donc le dispositif numérique va nous demander une photo ou une vidéo en direct, parfois sur certains angles du visage. On le retrouve même sur certaines banques, sur des banques en ligne qui ont ce type de système de sécurité. Alors là, c'est des outils qui posent quand même des questions en termes de surveillance et de récolte des données. Parce que ces données-là qui sont récoltées, est-ce que derrière, elles vont pas être revendues à d'autres systèmes qui vont permettre d'augmenter ce que Armand Matlar il appelle la globalisation de la surveillance? On voit qu'il y a certains pays comme la Chine qui ont généralisé ces outils de reconnaissance faciale pour surveiller l'espace public et augmenter le contrôle sur les citoyens. Et ce qu'on peut faire aussi avec ce type de... comment est-ce qu'on va pouvoir procéder à la vérification de l'âge, c'est de demander une pièce d'identité. Voilà, donc généralement, on demande les deux, et une pièce d'identité et une reconnaissance faciale, mais c'est pareil, ça soulève les mêmes questions en termes de sensibilité des données et de traitement de ces données. Personnellement, je n'ai rien contre tout ce qui peut amener à protéger et à encadrer des mineurs sur leur navigation en ligne me semble être de bonnes initiatives, mais pas sans une éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que ça ne suffit pas parce qu'on peut facilement détourner en réalité ces accès, dans le sens où il suffit de prendre la pièce d'identité de ses parents ou de demander à un ami un peu plus âgé et hop, on peut créer son compte, on peut passer en live. Si par exemple j'ai 16 ans et je suis avec un ami de 19 ans et qu'on décide de lancer un live sur TikTok, on peut le faire. C'est systématique lorsqu'on met en place des technologies, même si elles ne sont pas numériques. Par exemple, quand on crée un parc pour les enfants et qu'on décide de mettre un toboggan, rien n'empêche les enfants de monter à contresens sur le toboggan, de chercher à escalader le toit de la cabane, qui n'est pas du tout fait pour ça à la base, et d'avoir des accidents. Donc c'est vrai qu'on peut développer plein d'outils hyper pratiques, mais il faut toujours garder en tête qu'il y aura des détournements des usages et donc rester vigilant à quels sont les détournements qui vont être opérés pour pouvoir réagir ensuite de la meilleure façon. Et là aussi, il y a une limitation, c'est qu'il faut aussi, si je comprends bien, sur cet outil, que la plateforme décide de le mettre en place. Il n'y aura aucune obligation, en tout cas pour le moment, à ce que ce système soit mis en place, je dis n'importe quoi, par TikTok ou par YouTube ou par un autre réseau. Ça, c'est tout à fait juste, puisque ces plateformes, finalement, elles se retrouvent comme Netflix, par exemple, à être diffusées dans plein de pays différents. Et puis, selon le pays, on ne va pas avoir accès au même contenu, par exemple. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on peut utiliser des VPN. Donc si en France, nous, on arrive à mettre en place avec ces plateformes des contraintes et des contrôles et qui sont appliqués, il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres pays qui ne cherchent pas à réguler autant le marché. Et donc, il suffit de se connecter avec un VPN qui va nous géolocaliser au Brésil ou Pérou ou au fin fond de l'Himalaya, si jamais il y a Internet, et du coup qui va nous donner accès à l'outil sans les blocages. Mais donc, pour conclure, cette vérification d'âge existe, mais elle n'est pour l'instant pas infaillible. Non, elle n'est pas infaillible et je ne crois pas qu'elle puisse le devenir. Honnêtement, si ça devenait 100% infaillible, peut-être qu'on aurait basculé dans 1984 et que ce serait ça le plus inquiétant. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur cette idée d'éducation aux médias et à l'information. Ça commence à être intégré de plus en plus dans les curriculums. Par exemple, moi, je forme les professeurs des écoles à ces questions-là
pour qu'ils puissent être à l'aise, même avec des publics les plus juvéniles, sur les questions du numérique et pouvoir les accompagner à être sensibilisés à ces outils, savoir s'en servir, pas nécessairement de TikTok, hein, mais juste un traitement de texte, par exemple. Parce que si on sait bien utiliser un traitement de texte comme Word, ou si on sait bien utiliser une interface comme Disney+, pour regarder des dessins animés, ben on va savoir très bien naviguer dans des interfaces comme TikTok.